Bonjour, bonjour. Je vous prie de nous excuser pour ces 2 minutes de retard, un petit peu de logistique à préparer et puis surtout à demander en coulisses d'avoir un petit peu de silence. Nous sommes ravis que vous soyez présents avec un contexte qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais vous avez bien fait de venir ici parce qu'on va avoir une conférence tout à fait originale. La performance, on en parle peu. Et les marketeurs n'aiment pas forcément ça, puisque souvent, quand on parle de performance ou d'impact, on leur demande des comptes. Donc, 1 € investi, qu'est-ce qu'il va vous donner? Donc, c'est un sujet délicat. C'est un sujet qui est abordé que par des courageux. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter 4 courageux dans des domaines complètement variés et différents. Vous allez le voir. Qui parlent rarement, leur parole est très rare et donc très appréciée. Vous pourrez leur poser des questions sur cette tablette et n'hésitez pas parce que je sais qu'il y en aura beaucoup en général et si vous ne les posez pas dès le début, je ne pourrai pas toutes les prendre. C'est moi qui les monitore, qui les vois, elles seront également affichées à droite et à gauche. Donc je vous demande d'applaudir très fort, ils viennent de loin, de Nantes, d'Asie, et également de Paris, un peu extérieurement, mais également de Bordeaux. Donc je vous demande d'applaudir nos 4 speakers et j'invite à monter sur scène Laura Lecoadio, qui est directrice marketing d'un laboratoire pharmaceutique. Laura, je t'en prie, assis-toi, on peut l'applaudir. Marielle donc, qui vient de Cdiscount, qui vient de Bordeaux, on l'applaudit également. On inverse, vous mettez chacune sous votre photo comme ça, on ne vous confondra pas. Merci beaucoup. Et 2 garçons aussi très courageux, le directeur général de Enfants du Mékong. Donc Enfants du Mékong qui est assis ici. Laura, toi tu es ici. Merci beaucoup. Enfants du Mékong que vous allez découvrir, c'est une petite start-up qui est née en 1958. Vous allez le voir tout à l'heure. Et enfin, Maximilien Rouer, qui vient de Nantes et que j'ai eu beaucoup de mal à convaincre de venir, mais qui a pris son vélo tout-terrain et qui est venu avec nous aujourd'hui. Donc j'en suis ravie. J'écarte un petit peu, vous voyez, hop, on a un peu plus de place pour les accueillir tous les 4. Donc, est-ce que vous avez déjà une petite idée de qu'est-ce que c'est Enfants du Mékong? Est-ce que vous pouvez lever la main dans la salle, les personnes qui connaissent Enfants du Mékong? Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui c'est qui a déjà fait un volontariat avec Enfants du Mékong? Personne. Donc c'est une bonne occasion, Guillaume, de prendre tout de suite le micro et d'expliquer ce qu'est Enfants du Mékong, sachant que tu diriges l'entreprise après avoir, enfin tu es une association, après avoir été dans le marketing et notamment dans l'agroalimentaire. Donc tu connais très bien la problématique des personnes qui sont dans la salle, même si certaines sont plus digitales. Et tu vas nous expliquer ce que c'est cette belle association. Bonjour à tous. Alors, je trouve ça assez gonflé de la part de Cécile d'inviter une association. On n'est pas une start-up ni une entreprise, on est une association caritative, donc on va aider les pauvres. Et surtout d'inviter une association pour parler d'impact et de performance, ça m'a posé beaucoup de questions, vous allez voir, vous allez vous dire qu'on gère très mal. Mais ça pose des questions de fond pour nous, associations. Et pour ça, merci Cécile de m'avoir fait faire 2-3 nuits blanches. Un petit peu travaillé. Enfants du Mékong, c'est une association qui existe depuis 1958 et je ne vais pas vous faire une présentation, je vais vous raconter une mini-histoire. Ça vaut les 24 000 enfants que nous prenons en charge. En 2012, j'étais au Cambodge, à la frontière de la Thaïlande, et je rencontre une jeune fille qui s'appelle Srenik, de 18 ans, qui vit dans un fossé. Voilà. Et avec l'équipe cambodgienne avec laquelle j'ai la joie de servir, on se dit mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Elle était avec son papa handicapé, qui a eu un accident de moto, sécurité routière, qui est la première cause de mortalité dans ce pays. Et on lui dit mais est-ce que tu veux pas aller à l'école et tu veux pas avoir un avenir? Quel est ton rêve? Elle me dit je veux devenir policière. Donc on a proposé à Srenik, moi je me suis mis à parrainer. Srenik, on a une association de parrainage d'enfants.
Donc en Occident, un Français ou un Européen qui va donner une somme d'argent qui permet à un enfant d'aller à l'école, qui paye l'uniforme, le transport, les cours supplémentaires, etc. Donc Srenik, elle arrivait à 18 ans en 6e, donc elle n'était pas en avance. Et on l'a accueillie dans un centre de soutien scolaire qu'on a au Cambodge. Et Srenik, elle a rattrapé 3 ans en 1 an, 3 ans en 1 an, 3 ans en 1 an, 3 ans en 1 an. Et on s'est rendu compte à quel point elle était douée de ses mains. Et on l'a poussée le plus loin possible pour qu'elle fasse une école d'hôtellerie et de restauration, parce qu'elle avait des qualités relationnelles en fait hors normes. Aujourd'hui, Srenik, elle travaille dans un palace de Phnom Penh et elle dirige une équipe de 12 personnes. Mais ce n'est pas forcément là la clé pour nous, c'est qu'aujourd'hui, elle aide son papa et tout le village avec son seul salaire. Voilà, donc l'histoire d'Enfants du Mékong, c'est 65 ans de Srenik dans 6 pays d'action en Asie du Sud-Est. On est une association française. On intervient dans l'éducation pour un enfant pauvre et vulnérable en Birmanie, Cambodge, Thaïlande, Laos, Vietnam et Philippines. Voilà, toute notre joie, c'est de dire que l'éducation est la plus belle arme pour lutter contre la pauvreté et que l'objectif de notre association, elle n'est pas notre performance, elle n'est pas de maximiser le profit, mais elle est un jour de nous retirer. Voilà. Est-ce qu'il y a un rapport entre le fait... On peut l'applaudir, merci. C'est une belle récompense, merci. On sait pourquoi tu es là finalement. Est-ce qu'il y a un rapport avec le fait que toi-même, tu aies 5 enfants à 42 ans? C'était une question que je n'avais pas préparée. J'aime bien. Ce qui me touche, avant je vendais des histoires de produits, je vendais des mousses au chocolat et je me suis rendu compte que les histoires d'hommes et de femmes qui souffrent, c'est extraordinaire. Et dès qu'on touche aux plus petits et aux plus vulnérables, comme on ne peut pas maîtriser, comme un petit enfant qui vient de naître, on ne peut pas maîtriser la souffrance d'un enfant qui vient d'un bidonville, d'un réseau de prostitution. Ce que je trouve incroyable, c'est de perdre parfois le contrôle et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour lui ou pour elle. C'est pareil avec mes enfants. Hein. Et ils sont un peu plus privilégiés quand même. Et donc là, on voit une carte effectivement sur ta zone d'intervention. Mais quel est le rapport avec la France? Pourquoi une association basée en France, des associations dans le Sud-Est, une date clé dont tu nous as parlé en 1958? Peux-tu nous donner le lien entre les deux? Une question qu'on nous pose tout le temps, c'est pourquoi vous agissez en Asie et pas en France? D'abord parce qu'on a une association française qui a été appelée en Asie. Si je vous pose la question de savoir quel est... si un SDF en bas de chez vous vous dit « Est-ce que tu peux m'aider ?» Vous allez l'aider parce qu'il vous a appelé. Nous, on a été appelés en Asie. Donc, parce que notre fondateur était un ancien légionnaire qui a combattu en Indochine, qui avait été fait prisonnier au Vietnam et qui a été oublié dans les accords de Genève de paix en 1954, qui est sorti en 1957. Il pesait 30 kilos, il s'est installé au Laos, à Vientiane, comme dentiste, et il a vu des enfants qui étaient dans la rue, et il s'est dit c'est pas possible de les laisser comme ça, il faut leur permettre d'aller à l'école. Voilà pourquoi on est là. La question c'est est-ce qu'on a de l'impact en France et en Asie et en France? Moi le mystère du don que je vis depuis 12 ans, c'est qui reçoit le plus, qui donne le plus. Est-ce que c'est celui qui donne ou celui qui reçoit en Asie? Je suis incapable de vous dire si je donne, tellement je reçois. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez encore. Est-ce que tu peux nous dire le nombre de donateurs et leur profil? Parce que, en fait, moi, quand j'ai connu Enfants du Mékong, c'était des lettres, des courriers qui partaient. Oui, ce qui est sûr, c'est que l'impact, c'est un parrain. Tout don est tracé pour un enfant. Donc, un parrain ou une marraine, nous, on a 600 enfants qui attendent un parrain ou une marraine, par exemple, en ce moment. Un parrain ou une marraine lui a attribué entre guillemets un enfant. Enfin, on lui dit est-ce que vous voulez pas aider un tel enfant? Et on propose au parrain à la marraine d'écrire des lettres. Vous allez vous dire ouais, ça fait vachement old school. Enfin, c'est exactement ce qui s'est passé dans nos EHPAD pendant le Covid. Les gens se sont remis à écrire, on s'est remis à écrire à nos personnes âgées dans les EHPAD pendant le Covid. Donc c'est génial. Donc nous, voilà ce qu'on fait. Je ne sais pas, je n'ai pas du tout répondu à ta question. Est-ce que justement, tu peux nous parler des donateurs, ceux qui sont en France, leur profil, leur nombre, qui ça concerne? Est-ce que c'est des jeunes, des personnes âgées,
des gens qui sont sur Alors, les réseaux sociaux? Est-ce que... ouais, c'est intéressant. En fond du Mékong, même les associations, le monde associatif, on croit que tous les donateurs ont 85 ans et que la sauce va s'éteindre dans 2 ans. Nous, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé chez Enfants du Mékong, je venais du marketing, de chez Danone et tout. Il n'y avait quasiment pas de site internet, on ne pouvait pas donner en ligne. Et tout était en français. Je me suis dit, ça fait vraiment les postes indo-chinois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous voyez? Et aujourd'hui, 9 parrains sur 10 viennent d'Internet. Donc c'est intéressant. On a plus de 21 000 parrains, 20 000 donateurs. Et nous, on est très attachés aux dons des particuliers parce que on aime bien la théorie du colibri ou des petits pas. Il y en a qui ont beaucoup de gros mécènes. Et nous, on a plein de petits qui sont pour nous des gros. Enfin, pardon, on ne dimensionne pas les grands donateurs, les petits donateurs. Pour nous, chaque personne qui donne, c'est magique, quoi. C'est un grand colibri. Donc ça représente à peu près 40 000, 50 000 personnes qui soutiennent tous les ans chaque enfant du Mékong, et puis quelques grosses entreprises, petites entreprises, fondations, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il y a des jeunes, il y a tous les âges, il y a tous les milieux, il y a toutes les convictions religieuses, politiques. Et c'est ça que je trouve passionnant, c'est que quand on se réunit autour d'une vision qui est de dire je crois que les enfants pauvres peuvent être les modèles de responsabilité de leur pays, je crois que ça peut réunir, ça peut brasser large. Donc ce n'est pas forcément qu'une personne âgée, une dame de 75 ans qui a des valeurs religieuses. Ça touche vraiment tout le monde. Et tous les jours, je suis assez émerveillé de la multiplicité des rencontres. J'ai jamais fait d'aussi belles rencontres et je me suis jamais rendu assez compte, depuis que je suis en association, à quel point le bien fait peu de bruit et que dans nos entreprises en France, il y a des gens extraordinaires, mais ils ne le disent pas forcément. Voilà, ça réconcilie vachement. Et quand tu parles de l'équipe, en fait, puisque toi, tu es directeur général, combien de personnes as-tu dans ton équipe, au sens large et plus étroit? C'est impossible de vous répondre parce que, globalement, c'est plus de 2000 personnes. Alors vous allez vous dire, oh là là, mais c'est 1900 bénévoles. Un bénévole est 3 fois plus fidèle qu'un salarié. Nous, c'est un salarié pour 10 bénévoles. Et c'est donc il y a une 50aine de salariés en France. Et c'est un Français pour 4 Asiatiques. Voilà. La clé pour nous, c'est de laisser à terme une appropriation dans les pays. Et c'est de disparaître, en fait, c'est nous retirer. Voilà, c'est peut-être le contraire de les entreprises à côté desquelles je suis. Peut-être pas pour côté Maximilien, mais notre objectif, c'est pas de maximiser notre profit, c'est de permettre à peut-être les pauvres de prendre le relais dans leur pays et de nous retirer, et pourquoi pas de disparaître, et puis je me retrouverai à faire ton métier, peut-être Cécile. Voilà. J'y tiens quand même. Mais en tout cas, oui, avec plaisir, on peut en parler. Et il y a une population ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui vivent dans un monde parfois où ils ont une espèce d'anxiété qui s'est développée, surtout pendant le Covid, que tu recueilles, entre guillemets, que tu accueilles volontiers. J'ai voulu participer, pour la petite anecdote, il y a une semaine, à un événement qui était organisé par Enfants du Mékong dans un cabinet d'avocats Avenue Hoche. Et je suis restée à la porte. On m'a dit non, tu viens pas parce qu'on a déjà 100 personnes inscrites pour 80 places. Je dis mais je reçois Guillaume Dabovie la semaine prochaine. Il me dit non, c'est pas la peine, tu ne viens pas. Ok, donc humblement je suis restée à la porte. Et là, tu avais une population très différente et tellement pleine d'énergie et de volonté. Tu peux nous en parler? Alors la jeunesse, c'est un état d'esprit. On n'est pas en train de segmenter, Cécile. Ok. Nous, on envoie depuis 35 ans des jeunes qui ont entre 20 et 35 ans au service des plus pauvres en COPE humanitaire, ça s'appelle le volontariat de solidarité internationale. Il y a 40 associations en France qui ont l'agrément du ministère des Affaires étrangères. On a la chance d'en faire partie. Donc c'est un statut avec des salaires immenses qui sont des indemnités de l'ordre de $200 par mois. Voilà. Et c'est des jeunes qui se mettent au service des plus pauvres pendant 1, 2, 3 ans chez nous. Ce qu'on voit depuis 3 ans, c'est des jeunes qui nous disent on en a ras-le-bol des écrans. Voilà. On a soif d'aventure, on a besoin de sens, on a besoin de vérifier que notre talent est à la bonne place, on a besoin parfois de mettre en pause
dans un monde qui ne veut jamais se mettre en pause. Je ne suis pas sûr de ce que je veux faire de ma vie, j'ai envie de donner du sens, de machin, etc. Ou je veux sauver le monde. Alors dire, je ne sais pas si vous allez sauver le monde. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de sauver Srenik, une autre Srenik, c'est ma filleule cambodgienne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous, ce n'est pas Enfants du Mékong qui va sauver le monde. Par contre, on a conscience que on va sauver une personne, puis après une autre, et puis après une autre, et puis après une autre. Et notre espérance, elle ne s'éteint pas. Voilà. Donc on a plein de jeunes qui viennent pour ça, parce qu'ils ont une soif de servir, il y a une soif d'aventure, et il y a une soif aussi, il y a une prise de conscience aussi du privilège de certains, que certains ont beaucoup reçu, que l'école est une chance, et il y en a d'autres qui se cherchent clairement en disant quel est le sens de ma vie. Et souvent, le pauvre, il n'est pas compliqué, hein, il va vous poser au bout de 2 semaines la question fondamentale qu'il faut vous poser. C'est pourquoi tu es là. Parfait, donc on a compris la big picture. Je pense que pour en savoir plus, regardez sur Instagram, parce qu'il y a une équipe réseaux sociaux et digital qui est absolument extraordinaire. Je ne sais pas si ce sont des volontaires ou des salariés, mais il y a beaucoup d'informations sur ce que vous faites sur Instagram. Et on va rester avec toi tout à l'heure, Guillaume, pour parler de performance et d'impact. Restez avec nous, ça va être un peu fracassant. Donc je passe la parole dans un tout autre domaine à une entreprise que vous connaissez sans doute. Qui connaissait Cdiscount dans la salle? Levez la main. Super. Ce n'est pas encore toute la salle, mais presque. Donc un petit peu plus que Enfants du Mékong. Et Cdiscount, c'est une grande fierté française parce qu'effectivement, on ne va pas les citer, mais quand on parle d'Amazon, Alibaba et autres consorts, vous êtes l'exemple européen. Donc celui qui fait avancer le digital et l'e-commerce en Europe, qui garde une certaine souveraineté dans ce domaine. Donc Marielle, tu es en charge de tout ce qui est acquisition chez Cdiscount. C'est la première fois que tu parles sur scène et je vous demande de l'encourager. Bravo. Merci beaucoup de lui donner de l'énergie positive. Je lui dis, tu verras, c'est relax, cool, on est entre nous. Il y a juste une diffusion demain, mais aujourd'hui pas, ça reste ici. Donc tu peux nous expliquer ce que vous faites chez Cdiscount aujourd'hui et dans la RSE? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, Cdiscount, donc leader français du e-commerce. On est né en 98, donc petite start-up qui est née à Bordeaux, qui a cette année 25 ans. Pour vous donner quelques chiffres, donc c'est à peu près 20 millions de visiteurs uniques tous les mois. Donc un tiers des foyers français viennent sur notre site. L'an passé, on a fait 3,5 milliards de volume d'affaires. Et puis voilà, c'est une offre de produits très vaste de plus de 50 millions de produits. Donc l'histoire de Cdiscount, en fait, donc en 98, c'était un simple retailer. Donc qui achetait et revendait des produits. On avait voilà, une offre certaine, mais pas énorme. 10 ans plus tard, on a lancé la marketplace, donc qui est vraiment le gros virage de Cdiscount, où en fait on a ouvert donc cette marketplace. Des milliers de vendeurs sont venus vendre des produits, et aujourd'hui on atteint une offre de plus de 50 millions de produits. On était à 70 000 produits à peu près quand on était juste sur de la revente voilà, des produits qu'on achetait. Donc on couvre vraiment tous les biens d'équipement de la maison dont peut avoir besoin les clients. Et donc c'est aussi à ce moment-là qu'on a pris un vrai virage technologique. On est devenu une vraie boîte voilà, de la tech avec plus de 600 développeurs qui travaillent sur le site. Et depuis, le dernier virage, c'est le virage B2B. Donc en fait, on a commencé à monétiser nos expertises. Donc à la fois notre expertise marketing, retail média avec Cdiscount Advertising, notre expertise logistique avec Clogistique, et puis notre expertise en marketplace avec la filiale Octopia, donc qui vend la techno marketplace à d'autres entreprises qui souhaitent se lancer. Donc à la fois sur le plan technologique, le plan logistique ou l'offre de produits, puisqu'on met à disposition nos vendeurs également. Donc en fait, c'est l'équivalent de Miracle, qui est une plateforme qui propose des solutions aux vendeurs comme Maison du Monde, par exemple, qui veut développer Tout à fait. sa marketplace. Ok. Ouais.
c'est un peu plus clair. Et ce qui n'est pas tout à fait clair encore, c'est que votre rapport entre Cdiscount et la RSE, parce que quand même l'empreinte environnementale, hein, on n'est pas là pour avoir un discours qui cache les choses, mais l'empreinte environnementale du e-commerce, elle existe. Oui, effectivement, et principalement à cause de toute la partie logistique. Donc vraiment, nous, ça fait de nombreuses années, ça fait 10 ans que Cdiscount regarde son impact carbone. On a été les premiers à investir massivement, par exemple, dans les emballeuses 3D. Donc ça permet de réduire la taille des colis, d'enlever 30% à peu près de vide dans les colis. D'un point de vue logistique aussi, on a adopté le chargement en vrac des camions. Donc en fait, voilà, c'est une autre méthode de chargement des camions qui permet de mettre plus de colis dans les camions et donc de réduire le nombre de camions sur les routes. Ça, c'est pour l'impact carbone. On a également mis l'accent sur les produits dits responsables. Donc aujourd'hui, nos algorithmes essayent de mettre en avant ces produits-là dans le moteur de recherche Cdiscount. Donc c'est à peu près 13% de l'offre qui est vendue aujourd'hui qui est dite responsable. Made in France, produits reconditionnés ou ayant des critères de réparabilité. Et enfin, le troisième pilier, ça va être le capital humain, puisque Cdiscount fait beaucoup d'actions en faveur de la diversité, de l'inclusion, et fait la promotion des femmes dans la tech. Voilà. Et d'ailleurs, votre directrice générale adjointe, elle est là depuis le début, Marie-Hélène. Oui. C'est une des plus fidèles dans l'équipe. Oui, effectivement. Merci Laura. Laura, pour qui c'est aussi la première fois sur scène, donc je vous demande aussi de l'encourager. Bonjour à tous. Je vous avais dit, hein, on n'a que des courageux aujourd'hui, courageux et courageuses. Donc Laura Hatchoum, excuse-moi, je suis allergique aux poils de chat, je ne sais pas si on n'en a pas parlé avant, je ne sais pas si tu vas m'aider dans ce petit souci. On va en parler. Bonjour à tous et merci beaucoup Cécile pour cette invitation. C'est un vrai plaisir d'échanger avec vous. Donc effectivement, je suis directrice marketing pour le laboratoire Stalergen Greer. Et peut-être on peut faire la question que tu as fait à toute l'Assemblée. Est-ce que vous connaissez Stalergen Greer ? Ah, quand même, tu vois. Quand même. J'osais pas, mais tu vois, tu as bien fait. Bah oui, il faut toujours oser dans la vie. Donc je suis en charge du marketing et également de la relation client. Et on aura l'occasion donc de parler de l'approche client chez Stalergen. Et alors, qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que tu as quand même un background santé, après avoir fait une expérience extrêmement enrichissante de stagiaire chez Business France à New York. Dans mon équipe, c'était quand même une bonne façon de commencer sa carrière professionnelle. Qu'est-ce que tu fais précisément dans la pharmacie? Est-ce que ça a été une révélation de travailler pour la santé des gens? Tout à fait. En fait, donc, je suis diplômée d'HEC Montréal. Et dès le départ, durant mes études, j'ai eu la chance de travailler très rapidement dans l'industrie pharmaceutique et d'être ce qu'on appelle parrainée à Montréal dans le cadre de mes études. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que voilà, ma voie était tracée. Travailler dans l'industrie pharmaceutique et surtout dans des pathologies, dans des aires thérapeutiques qui font sens et qui ont un vrai impact pour les patients et avec une vraie mission d'améliorer la qualité de vie des patients. Donc j'ai travaillé dans de nombreuses aires thérapeutiques et aujourd'hui je me retrouve chez Stalergen Greer depuis plus de 5 ans maintenant. Et donc Stalergen Greer, pour vous présenter en quelques mots qui nous sommes, on est un laboratoire biopharmaceutique international présent dans plus de 40 pays. Le siège social se situe en Suisse, mais la grosse partie des activités sont réalisées donc, en France, à Antony plus précisément, où nous avons l'usine de production qui va fabriquer tous les produits pour l'Europe et une grosse partie du monde entier. On est le spécialiste en fait, du diagnostic et du traitement de l'allergie. Donc l'allergie, aujourd'hui, elle est diverse. On parlait des poils de chat, Cécile, mais vous avez aussi les acariens. Là, il y a des moquettes. Sans doute, vous pouvez être gêné par les moquettes, les rideaux, parce que c'est rempli d'acariens. Donc, il y a les acariens, il y a les graminées, les pollens, et aussi les fanères de chats et de chiens. Et surtout, le vrai sujet, c'est le changement climatique, et on va en parler ensuite avec Maximilien. Tu as noté, enfin ton laboratoire a noté plus
de patients, plus de maladies du fait du changement climatique? Exactement. Il y a un vrai impact. Travailler dans les allergies, c'est aussi travailler sur les impacts environnementaux. Et en 2050, il y a l'OMS qui a sorti cette analyse très intéressante. Plus d'un Français sur deux sera allergique. Donc ce sont des chiffres qui sont énormes. Et on va tous être concernés par les allergies. Aujourd'hui, il y a un diagnostic qui se fait très tardivement. On met en moyenne 7 ans entre le moment où vous avez les premiers symptômes et le moment où vous vous traitez, à aller consulter un allergologue. Et dans le cadre de l'environnement, ce qu'on a constaté, parce que les allergies sont multiples, mais si on parle de l'allergie, par exemple, des pollens, les pollens, c'est dans l'air, c'est dans l'air du temps. Vous sortez, vous avez des pollens, et en fonction de la région, vous avez des pollens qui sont différents. Et le fait d'avoir en fait une dérive climatique va rendre ces pollens beaucoup plus agressifs et beaucoup plus longs dans la durée. Et si on regarde par exemple dans tout le pourtour méditerranéen, où on va être plutôt allergique au pollen de cyprès, on a constaté en 10 ans d'analyse qu'il y a 10 ans, l'allergie au pollen de cyprès se faisait sentir quelques mois dans l'année, et aujourd'hui, on est passé sur une imprégnation quasiment annuelle. Donc il y a un vrai impact climatique qu'on constate sur tout le territoire. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui va nous parler de performance, mais aussi de climat, et plutôt de climat et de performance, avec Maximilien Rouher, que vous connaissez peut-être. Est-ce que quelqu'un connaît AXA Climat dans la salle? Catherine, qui a travaillé chez AXA. Monsieur, OK. Est-ce que quelqu'un connaît AXA, tout simplement? À peu près toute la salle. Donc en fait, il y a encore un peu d'explications à donner sur ce qu'est AXA Climat. Est-ce que tu peux nous en parler, Maximilien? Oui, bien sûr. Merci de l'invitation. Alors, moi, je vais être un peu moins fun ou un peu moins émouvant que les interventions précédentes. Je vais parler de climat, je vais parler d'environnement. Voilà, donc je me suis fait gronder parce que j'avais des diapos un peu trop sérieuses. On verra comment j'arrive à les rendre un peu moins sérieuses. Voilà. En tout cas, le métier en 2 mots d'AXA Climate, c'est comment rendre accessible, grâce à la science, la donnée de changement climatique et d'une manière générale, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'adapter au changement climatique, que l'on soit un territoire, un État, une entreprise. Tout part de la science. La science, c'est des chercheurs, c'est des modèles et c'est des données. Et ensuite, comment on va utiliser cette science et ces modèles et ces données pour rendre concret le changement climatique. Alors, je viens d'apprendre qu'il y avait aussi des questions d'allergie. Donc voilà, merci, j'ai appris un truc aujourd'hui. Mais le changement climatique, c'est bien sûr bien plus que ça, puisque ça remet en question, attention, ça va être pas très agréable, mais ça remet en question l'avenir de la civilisation à relativement court terme. Donc tous autant qu'on est, on va avoir à traiter ces réjouissances. Et le métier d'AXA Climate, c'est une start-up du groupe AXA, complètement dédiée au climat. C'est 200 personnes. Vas-y, diapo d'après, si tu veux bien. Voilà. Un peu trop vite. Voilà, on va rester sur le bleu. Donc il y a un travail sur le conseil qui est de descendre les scénarios du GIEC, donc cet organisme international qui nous modélise l'évolution climatique. Donc plus de 100 000 sites ont été aujourd'hui probabilisés. Qu'est-ce qui va se passer en 2030, qu'est-ce qui va se passer en 2050. Voilà. Vous avez certainement vu des inondations à droite ou à gauche ou des sécheresses. Malheureusement, ça va s'accentuer. Au niveau de l'assurance, c'est comment on peut protéger les gens les plus vulnérables. C'est là où on peut agir aussi en Asie du Sud-Est ou d'une manière générale dans tous les territoires un peu moins privilégiés que l'Europe. Un peu de finance avec l'investissement et puis beaucoup de formation. Donc voilà, pour tous ceux et celles qui se posent la question, j'en reparlerai pas après, donc j'en parle maintenant. Pour tous ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur la formation, sur un mode C'est pas sorcier un peu revisité, ça s'appelle la Climate School. Tout est en anglais parce que c'est déjà dans 10 langues. Et il y a déjà 4 millions de personnes qui ont été sensibilisées sur le sujet. Voilà, je ne serai pas plus long. Mais on va tout de suite te laisser la parole, de toute façon, Maximilien. Et on reprendra un discours plus marketing. Donc là, je vous préviens, on rentre un petit peu plus sur les notions d'impact et de performance. Mais c'est important pour les marketeurs de connaître ce vocabulaire parce que de plus en plus, et on l'a vu depuis le début du salon, communication RSE vont être liées parce qu'il faut porter des messages qui ne sont pas toujours les plus simples. Et la législation européenne va aussi nous obliger, nous pousser à s'intéresser à ça. Donc vous avez dans les entreprises des personnes qui s'occupent d'affaires publiques et eux, ils vont décoder les nouvelles lois.
Mais comme le disait le patron de la Redoute, eh ben, ce n'est pas une petite montagne qui nous attend, c'est l'Himalaya de régulation qui nous attend. 2030, c'est neutralité. 2030, pardon, c'est moins 55% de gaz à effet de serre, si je me souviens bien, et 2050, neutralité carbone. Je te laisse la zapette. Merci. Alors, désolé, il y a des mots. À la limite, vous faites comme s'ils n'étaient pas là, vous m'écoutez. Le vrai sujet, pour paraphraser Bruno Latour, je ne vais pas vous demander combien d'entre vous connaissent Bruno Latour, mais je vous invite à regarder Feu Bruno Latour, grand philosophe français, philosophe surtout homme de terrain, qui s'interrogeait sur pourquoi, alors que ça fait 40 ans qu'on va vers une forme de catastrophe de civilisation, pourquoi on n'en fait rien et pourquoi on ne s'en préoccupe pas. Donc le vrai sujet, c'est ça. Pourquoi la mesure d'impact? C'est parce qu'on atteint un peu une forme d'usure. Hein, vous savez, l'élastique, on tire dessus, et on sait bien que si on tire trop fort, on se le prend dans la figure. Alors tous, autant qu'on est là, on n'a pas une responsabilité personnelle écrasante, mais il se trouve qu'on est 7 milliards, et qu'à 7 milliards depuis 40 ans, on tire vraiment très fort sur l'élastique. Ça veut dire quoi? Avec quelques chiffres très rapidement, on est à une conjonction un peu de moments de civilisation où jusque-là on s'est bien goinfré. Enfin, pas tous, on l'a vu avec les enfants du Mékong, hein, il y a quand même pas mal de laissés pour compte. Mais globalement, le milliard d'habitants de l'OCDE, donc le milliard d'habitants les plus riches, se sont quand même bien goinfrés, et là c'est nous. Le résultat, c'est qu'à peu près 80% des sols sont bousillés, qu'à peu près l'essentiel de la croissance repose sur du capital naturel, hein, sur des arbres, sur des animaux, sur du blé, sur des plantes, et que tout ça, c'est sérieusement abîmé. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comme on ne fait rien en tant qu'entreprise, ou quasiment rien, quoi qu'on en dise, finalement, le régulateur s'énerve un peu. Voilà, le régulateur s'énerve même beaucoup, surtout en Europe, mais aussi aux États-Unis. Sur la partie gauche, c'est plutôt l'Europe. Donc, il y a des acronymes. On s'en moque. Retenez qu'il y a la plus forte proportion de directives qui n'ait jamais existé dans le monde, de lois ou de directives qui n'aient jamais existé dans le monde sur la question environnementale et climatique. Et ça, c'est à partir de 2022, 2023, 2024. Et ça tombe un peu comme des météorites sur les entreprises. Et en parallèle, sur la partie verte, il y a des nouveaux cadres comptables en réparation. La comptabilité, on est d'accord, c'est super sympa. En fait, non. La comptabilité, c'est ce qui compte. La comptabilité, c'est ce qui compte. Et dans la comptabilité aujourd'hui, on ne prend pas en compte nos petits amis du Cambodge ou de Thaïlande, ceux qui sont pauvres. Et dans la comptabilité aujourd'hui, on ne prend pas en compte les questions environnementales. Ça veut dire que la comptabilité aujourd'hui ne prend pas en compte ce qui compte pour nous. Ça, c'est en train de changer aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on en a à faire de la mesure d'impact? Moi, j'ai mes KPIs de marketing, de vente, etc., etc. De quoi il me parle, ce mec? Bon. La clé pour comprendre sa part de responsabilité dans le monde. Voilà, finalement, est-ce que je suis qu'un consommateur? En gros, une vache laitière. Hein. Je mange mon herbe, je produis mon lait, j'ai plein de plaisir à gambader dans la campagne. Est-ce que tu as des poils longs, des poils courts, du rimel? Est-ce que je ne suis qu'une vache laitière ou est-ce que je suis un citoyen du monde qui prend ma part de responsabilité? Aujourd'hui, on est de plus en plus, ça devient universel, c'est pas que français, c'est pas que américain, c'est pas que chinois. On est de plus en plus nombreux, et quand même de plus en plus de jeunes, il faut le dire, à se poser cette question de notre part de responsabilité dans l'état du monde. Je vais vite, il y a 3 étapes. Prends ton temps. Il y a 3 étapes. 1, quel est mon inventaire? C'est-à-dire, finalement, mon activité, elle va toucher qui ou quoi, comment, qui, un cours d'eau, qui, un jeune, un vieux, qui, un animal, une limace, peu importe, on peut se moquer, mais nous sommes partis du vivant et à trop l'oublier, on va disparaître. Donc le sujet, c'est je fais l'inventaire de l'ensemble de mes impacts, de mon réveil et mon premier pipi jusqu'au soir et mon dernier pipi. Je fais l'impact. Celui dans la douche ou celui où tu veux, mais effectivement, on se lève, on se lave, on mange, on boit, on se déplace, on consomme, on s'habille, etc., etc., etc. Tout ça a un impact local, un impact à l'autre bout du monde. Quand on décide d'acheter un t-shirt et qu'on le paye 3 € sur Shine, ce n'est pas tout à fait la même réalité parce que les travailleurs qui ont travaillé pour 3 € pour Shine, si vous regardez vraiment, ils ne sont pas vraiment dans des conditions que vous accepteriez vous-même. Donc on a un sujet
je déborde sur le social, mais c'est... voilà. Tu as raison, on en a parlé hier avec Caporal, justement, et avec Petit Bateau, justement, de Shine. C'est peut-être très fort sur l'influence sur les réseaux sociaux, mais il n'y a aucune éthique derrière, et on sait très bien qu'il peut y avoir des esclaves ouïghours qui sont derrière. Donc ça il y a bastonne. une responsabilité. Ça bastonne en marketing, c'est hyper efficace, hyper efficient en marketing. Derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a de la destruction environnementale et qu'il y a de la casse humaine. Je pointe, je n'aurais peut-être pas dû, mais je pointe. Voilà. Ensuite, on a des questions d'analyse. Une fois que j'ai identifié que j'avais des parties prenantes qui sont plus ou moins touchées, jusqu'à quel point, lesquelles sont les plus touchées, et ensuite je quantifie. Et c'est ça la mesure d'impact. C'est finalement, dans tout ce que je fais dans la journée, où est-ce que, vous connaissez le 80-20, quel est le sujet que je vais devoir adresser qui va être le plus fort. Et quand on parle des parties prenantes, vous connaissez certainement l'expression, on intègre la supply chain, clients, salariés, fournisseurs, usagers, OK. On va ajouter la société, on va ajouter la terre. Je ne rentre pas dans le détail. Dans une usine de vêtements, il y a effectivement les outputs, les outcomes. Donc, qu'est-ce qu'on vend? C'est des vêtements. Qu'est-ce qu'il y a comme sortie malgré les vêtements? Il y a des revenus, OK, mais il y a des impacts environnementaux et sociaux. Et aujourd'hui, dans ce qui compte, il n'y a que la partie revenus ou la partie coûts classique, mais il y a aussi des coûts sociaux, il y a aussi des coûts environnementaux. Et tout le travail imposé par le régulateur et en plus imposé par les consommateurs, c'est d'intégrer aussi ces impacts sociaux et environnementaux dans le prix du produit. Il y a pour ça une décomposition, il y a un chemin. Donc voilà, c'est comme ce n'est pas automatique. Ce dont je vous parle, ce n'est pas mis en place par 90% des entreprises. C'est un chemin de découverte et de développement de chacune des entreprises pour vérifier quelles sont leurs dépendances. Les dépendances de l'entreprise, c'est les liens qu'elle a tissés au bas de chez elle ou à l'autre bout du monde, que ça soit socialement ou environnementalement. On a aujourd'hui une mondialisation qui induit que l'essentiel de ce qu'on consomme vient de l'autre bout du monde. Alors, quelques exemples d'indicateurs. Vous voyez que ça peut être très rationnel. Je suis ingénieur, ça peut être très moche, excusez-moi. On va retenir quelques mots. Quand je cherche à réduire mes émissions de gaz à effet de serre, je vais dimensionner ça en tonnes de CO2 par an. C'est très concret. Quand je veux limiter les dégâts sur l'eau, je vais dimensionner ça en tonnes de fertilisants par an, que je peux convertir en valorisation en euros sur mon activité, donc sur mon chiffre d'affaires. Tout ça pour dire que la comptabilité, c'est ce qui compte. On commence de plus en plus à compter les impacts sociaux et environnementaux. C'est un long chemin soutenu, pour ne pas dire imposé par le législateur. Voilà. C'est un chemin très long, mais très rapide, parce qu'on a l'épée de Damoclès de la pression climatique. Et on est dans une configuration, voilà, j'ai fini, on est dans une configuration où la pression principale, c'est celle que j'évoquais au début, à savoir une situation où l'élastique est tendu très très fort. Vous voyez, comme dans les dessins animés qu'on envoie aux gamins, il y a le gentil qui se tient à une ficelle et la ficelle, petit bout par petit bout, est en train de lâcher. On hérite aujourd'hui, en 2023, d'une situation merveilleuse du point de vue de la connaissance. Donc je rigole pas. On n'a jamais été aussi éduqué au niveau mondial, quantitativement et qualitativement. Il n'y a jamais eu autant de personnes physiques éduquées qui savent lire et écrire, etc. On hérite aussi d'une situation extraordinaire. On n'a jamais été aussi riche du point de vue financier, le PIB mondial. Troisièmement, on n'a jamais été doté d'autant de moyens de communication. Vous connaissez méta, machin. Mais on est bien dans une situation aussi où on a les moyens de communiquer, donc de partager la connaissance et donc de partager la conscience. Et c'est mon dernier point. Nous n'avons jamais été aussi conscients du risque et du risque pour la civilisation, pour nous les humains. Voilà. Donc pour conclure, la mesure d'impact, c'est la manière de commencer à entrer en responsabilité, c'est commencer à répondre de ses actes, à titre individuel bien sûr, mais au nom de son entreprise et au nom de son territoire encore plus. Merci Maximilien. Ça va? Pas d'interrogation écrite, rassurez-vous.
Par contre, Fnac Darty, Decathlon l'ont bien compris. Et vous pouvez retrouver la conférence du premier jour le mercredi 28 après-midi et vous verrez ce qu'ils racontent sur la réparabilité, la durabilité. Et justement, ils sont en train de mettre en place toutes les solutions. Et comme le disait Cécile de BNP Paribas sur cette table ronde également, où il y avait votre concurrent, excusez-moi, Le Bon Coin. Je suis désolée, mais on peut le dire. Il y avait plein d'idées qui vous permettront de voir comment trouver un bon marketing pour ce genre de situation où on va moins produire et on va garder les produits le plus longtemps possible. Marielle, peux-tu nous dire, toi, actuellement dans ton entreprise, et on ne parle plus forcément de climat, comment tu vas pouvoir mesurer ta performance et ton ROI en tant que responsable acquisition ? Oui, donc effectivement, nous, on est Cdiscount, donc forcément, on a un gros budget marketing. Donc, c'est quand même très important de mesurer la performance de ce budget. Est-il bien dépensé et surtout, est-ce que ce qu'on génère est de l'additionnel, de l'incrémental ? Donc, pour vous réexpliquer un peu, donc chez Cdiscount, on a à peu près 10 personnes à travailler sur les problématiques acquisition. Avec des équipes métiers, IT et data science. On active des campagnes marketing sur tous les leviers traditionnels, le SEA, je vous les cite dans l'ordre de poids dans notre mix, le SEA, shopping et texte, qui est notre plus gros levier. L'affiliation également, qui est un très gros levier chez nous, donc les partenariats à la performance avec des sites. C'est très varié. Ça va du site de cashback au site de content commerce qui va rédiger des articles mettant en avant nos offres. On est également présent en social media, donc en fil rouge avec Facebook et Instagram. On teste un petit peu TikTok et Snapchat. Et également tout ce qui est display, retargeting ou vidéo sur YouTube. Et donc, comme je le disais, la mesure de la performance est clé chez nous. Donc, on va regarder vraiment le ROI généré par chaque euro qui est investi dans nos campagnes, le ROI incrémental, combien de volume d'affaires, combien de marge a généré chaque euro qu'on a mis sur ces différents leviers. Et donc, au début, évidemment, on regardait ça avec nos outils analytiques, donc la vision de la performance sous l'angle attribution classique. J'imagine que vous êtes nombreux à regarder ça comme ça. Sauf qu'on s'est rendu compte, évidemment, que cette attribution-là, quelle qu'elle soit, que ce soit du last click, du data-driven, était quand même extrêmement biaisée, car uniquement post-click. Donc, on s'est dit, il faut vraiment qu'on arrive à mettre en place une mesure qui est beaucoup plus fiable et qui nous donne la vraie performance de nos actions. Donc, comme la data est vraiment au cœur de cette mesure, on est épaulé au quotidien par une équipe data science en interne, mais également chez nos partenaires publicitaires, Google, Meta, avec qui nous échangeons très régulièrement sur des protocoles de mesure pour vraiment valider l'impact de leur levier. Donc en fait, on a différentes méthodologies. C'est des mesures, ce sont des tests AB d'exposition publicitaire. Il y a par exemple le test géographique où on va décider d'exposer une partie des régions françaises à un message publicitaire. L'autre partie ne va pas, les autres régions ne vont pas être exposées. Et on va mesurer l'uplift de volume d'affaires généré sur le groupe exposé. Ensuite, il y a les cookies split. Donc là, c'est plutôt pour le retargeting qu'on a mis en place ce genre de mesure. On fait 2 pools de cookies correspondant à l'audience de notre site. Et puis, on va exposer uniquement le pool A et pas le pool B. C'est un A/B test, en fait. C'est des tests A/B, des A/B tests d'exposition publicitaire. Et donc le dernier protocole de mesure qu'on utilise de plus en plus, c'est les conversion lift. Donc c'est ce qui est mis à disposition par les partenaires publicitaires sur leur plateforme. Google, Meta vous propose des conversion lift. Donc en fait, en activant une campagne, vous allez avoir un groupe contrôle qui va se mettre en place. Donc 10-20% de la population qui aurait dû être ciblée ne va pas l'être. Et puis l'outil va vous dire quel est
quelle est la valeur incrémentale générée par les personnes qui ont été exposées par rapport à celles qui auraient dû l'être. Donc là, on est encore dans une partie très tech. On ne va pas parler de la RSE parce que toi, tu es en charge de l'acquisition, mais il y a aussi des mesures de performance de la RSE, de l'impact en inter. Et tu nous l'as dit tout à l'heure sur la réduction de la taille des colis et l'optimisation des camions sur la supply chain. Oui, tout à fait, effectivement. Donc pour l'instant, on ne mesure pas vraiment ce qui est fait côté marketing d'un point de vue RSE. L'impact est quand même minime par rapport à ce qui est fait, à la génération de carbone de l'activité logistique, il ne faut pas se mentir. Mais à terme, l'objectif, c'est aussi de regarder cette partie plus numérique. Et donc, oui, juste je voulais vous citer un exemple de ces mesures. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais typiquement, pendant longtemps, Cdiscount n'a pas travaillé avec Facebook puisqu'on n'arrivait pas à mesurer la performance de ce levier. En fait, on avait un écart de 1 pour 10 entre ce qu'on voyait dans nos outils analytiques et ce que Facebook nous montrait de son côté. Donc, on n'arrivait pas à trouver le bon curseur et nos équipes data science et leur ont mis en place un protocole de mesure, un géolift, qui nous a permis de trouver vraiment la vraie mesure, le vrai résultat que peut générer un Facebook qui, depuis lors, fait partie de notre mix média et est un gros levier. Et on peut trouver des articles de presse sur ce sujet si vous voulez voir, parce qu'effectivement, c'est un cas intéressant, parce que ça permet aussi aux marketeurs qui ont ce sujet-là sur la table de se dire je n'ai pas les mêmes chiffres que ceux que me donne Facebook. C'est un cas d'école, en fait. Votre expérience est très intéressante et vous trouverez dans la presse marketing un certain nombre de théories dessus, mais surtout des solutions. Merci Marielle. Donc on revient à la santé et la santé connectée, la santé digitalisée, alors que le secteur de la santé est très traditionnel. En général, on a un patient, un médecin, ils se parlent bien sûr, mais le laboratoire ou le fournisseur de médicaments ne leur parle pas. Qu'est-ce que tu as fait pour changer ça, Laura ? Effectivement, la santé est en pleine révolution, je dirais, et en révolution grâce à la santé digitale. On a la chance chez Salergène d'être dans une aire thérapeutique qui est très spécifique. On est dans la médecine de précision et on collecte en fait des ordonnances via les médecins et on fabrique les médicaments vraiment spécialisés pour un individu. Et ensuite, on les expédie. Donc, ce qui nous donne l'opportunité d'être au contact avec le patient, et c'est pour ça que je vous parle aussi aujourd'hui avec ma casquette, on va dire, de responsable du pôle patient. Et donc, on échange de manière quotidienne avec des patients pour répondre à des problématiques sur la livraison, comprendre son traitement, parce qu'on fait en fait comme une grande officine, on livre directement les patients au domicile. Et donc, vu qu'on est en charge de cette relation avec le client, qui sont nos patients, finalement, l'idée est d'aller jusqu'à la personnalisation dans l'approche patient et de s'améliorer sur un tas d'indicateurs pour répondre finalement à des problématiques d'un patient et aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de son traitement jusqu'à sa question et de pouvoir personnaliser même l'approche patient. Donc, pour cela, en 2019, on a lancé la première plateforme connectée pour le patient allergique qui lui permet en fait de rentrer en contact avec le laboratoire, donc nous, et de nous envoyer tous ces documents administratifs de manière digitale. Il faut savoir qu'avant, ça a été envoyé par la poste via une enveloppe T. Donc, ils nous envoyaient tous les documents par la poste et nous, on recevait les documents et on les traitait. Et donc, un des leviers qu'on monitore au quotidien, c'est vraiment ce flux digital qui parvient et qui, aujourd'hui, représente plus de 3/4 de nos documents administratifs qui sont envoyés au laboratoire de manière digitale et plus en format papier. Donc ça, c'est une belle évolution. Et cette évolution s'est traduite en plus par un traitement de l'ordonnance du patient qui est plus rapide et on est capable d'identifier en fait la rapidité d'exécution d'une ordonnance si elle est en digital ou si elle est en papier. Est-ce que c'est ça que vous mesurez sur cette thématique performance et impact ? Oui, tout à fait. On mesure ça et ensuite on mesure aussi une autre chose. Vu qu'on a lancé cette plateforme personnalisée,
on s'est dit, allons plus loin et ayons en fait des outils au sein du laboratoire qui nous permettent de gagner toujours du temps pour être encore plus efficace dans l'approche avec le client. Et donc l'année dernière, on a amélioré notre CRM en interne et ce CRM va nous permettre, dès l'appel du patient, d'identifier le patient, d'identifier toutes les notifications qu'il a reçues dans le cadre de son parcours patient et de savoir s'il a déjà été en contact avec le laboratoire, pour quelles raisons ça avait été, afin que la conseillère, quand elle échange avec le patient, elle sera encore plus percutante, plus impactante et du coup répondre vraiment aux besoins spécifiques du patient. Et est-ce que tu fais des études de zones géographiques? Par exemple, Maximilien nous parlait des effets du climat dévastateur. Toi, tu parlais tout à l'heure des cyprès dans la région sud-est. Est-ce que tu fais des mesures d'impact et de performance sur les zones concernées par ces problèmes climatiques et environnementaux et les médicaments? Oui, tout à fait. Alors là, c'est dans l'autre casquette. Je mets ma casquette directrice marketing. Donc là, oui, bien évidemment. On suit tous les KPI très traditionnels du marketing avec nos données de vente interne, les données d'études de marché et bien évidemment toutes ces études et tout ce suivi, je dirais, de toutes les ventes et des demandes patients nous permettent finalement d'améliorer nos forecasts et d'être beaucoup plus précis sur le besoin du patient, d'anticiper les forecasts de production, parce que comme je vous le disais, on est en direct avec la prod, et donc on doit anticiper les besoins pour pouvoir répondre à des problématiques quand il y a des grosses pics polémiques. En ce qui concerne l'enfant du Mékong, Guillaume, donc on a compris tout à l'heure, et on a vu autour de la table vraiment des cas très diversifiés, je vous avais prévenu. Comment vous mesurez la performance et l'impact? J'ai posé une question indiscrète à l'Assemblée. Qui a déjà fait un don à une assos? Ouais, donc quasiment tout le monde, enfin bientôt tout le monde. Je ne vous dis pas forcément notre assos. Donc c'est intéressant. Les deux questions qui nous sont posées, c'est est-ce que vous êtes des salauds? Est-ce que vous utilisez bien l'argent? Non mais c'est vachement important. Attendez, on vous confie de l'argent. Comme ça, quand même. Non, mais la première question, c'est utilisez-vous bien l'argent? Est-ce que l'argent que je vous confie va bien à l'enfant, à Srenik, dont je vous ai parlé tout à l'heure? Donc pour ça, depuis l'affaire Cross-Marie de l'Arc ou l'Arche de Zoé, etc., moi avant, je travaillais dans une grosse entreprise, après une petite PME. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils savent même la couleur de mon caleçon aujourd'hui. Je trouve que les associations sont vachement contrôlées. Et à mon avis, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a le bio, il y a le label rouge, il y a les normes ISO, etc. Le monde associatif aussi a ses labels. Et il y a un label qui s'appelle IDEAS, qui est 90 indicateurs de bonne gouvernance. Hein, souvent, quand les assos vont pas bien, c'est souvent que les dirigeants sont foireux ou s'entendent pas. Hein, souvent, c'est pareil dans les entreprises. Donc, regardons si elle est saine, sainement gouvernée. La deuxième chose, c'est est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça marche vraiment? 1 euro, nous, c'est une journée à l'école en Asie, mais est-ce que c'est vraiment juste? Et la troisième chose, c'est est-ce que l'argent est bien utilisé? Voilà. Donc nous, on est labellisé par IDEAS, on publie nos rapports financiers, etc. Et puis, quand un enfant écrit une lettre à son parrain, pour nous, c'est le meilleur gage, si vous voulez, de transparence financière. Il faut vraiment être sacrément tordu pour organiser 25 000 flux de lettres mystiques. Voilà. Donc ça, c'est quand même des gages. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais voilà. Ça, c'est la première question. La deuxième question qui nous est posée en termes d'impact, parce qu'après, on peut dérouler, c'est de dire, mais d'accord, mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Alors, la question, c'est quoi ça marche? Quand on sort une jeune fille d'un fossé au Cambodge, comment on va faire en sorte, c'est quoi ça marche? C'est-à-dire de quoi elle a besoin et qu'est-ce qu'on veut qu'elle devienne? Et on ne va pas, nous, projeter notre désir pour elle, mais dire de quoi elle a besoin, elle, hein, et pas nous pour elle. C'est vachement différent. Hein. On n'est pas là pour se servir, on est là pour servir. Ce dont elle a besoin, c'est d'abord d'être heureuse, d'avoir sa capacité d'aimer, d'être aimée, et de ne pas être considérée comme un objet. Et réhabiliter la dignité d'un enfant, d'une jeune fille, d'un jeune homme, déjà, c'est un travail qui est très difficilement mesurable. Hein, très difficilement mesurable. Je vais vous raconter 2 petites histoires. Un jour, j'étais dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Il y a plus de 100 000 réfugiés Karen à la frontière de la Birmanie. Et là, un ami thaï nous dit, voilà, dans ce camp, toutes les personnes sont prises en charge par des grands organismes internationaux. Je ne citerai pas, je ne ferai pas de délation comme toi, Maximilien.
mais il y a 90 enfants qui sont hors critères d'impact pour eux. Hors critères d'impact. C'est quoi le critère d'impact Et dans alors, ce cas-là? je ne sais pas quels sont leurs critères d'impact. Et je leur dis, mais c'est qui ces enfants? Et ils me disent, ils ont entre 5 et 12 ans et ils sont multi-abusés. Et je dis, donc c'est hors critères d'impact pour eux. Et je dis, bah nous, on les prend en charge, on y va. Je dis pas ça pour vous dire que c'est des salauds et qu'on est des gentils, mais c'est de dire, il faut faire attention de temps en temps à l'impact, parce que, et aux critères quand on est dans le monde caritatif, parce que ça peut briser aussi le plan du pauvre. Il nous surprend tous les jours. Hein. Je pense que c'est pareil dans le climat, c'est pareil avec un client parfois. C'est de temps en temps, il faut se laisser déranger. Or, ces enfants, ils étaient hors critères pour des grands organismes, et on s'est dit, on va les prendre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je suis allé apporter une lettre à une jeune fille de 9 ans, Karénie, d'une ethnie. Je lui amène la lettre de son parrain. Et elle ne regardait pas le regard noir de la fille abusée. Hein. C'est inimaginable, les traumatismes, c'est des blessures sûrement impensables. Et elle a juste dit en Karénie, à la traductrice avec laquelle j'étais, elle dit, je comprends juste que tous les adultes ne sont pas des méchants. Est-ce que c'est monitorable? Est-ce que c'est monitorable, l'amour? Vous avez offert combien de fleurs à votre amoureux, à votre amoureuse depuis que vous la connaissez? On ne sait pas. Tout n'est pas monitorable. Ce que je voulais vous dire, c'est est-ce que ça marche? Nous, ce qu'on sait, c'est que 100% des enfants que nous essayons de soutenir humblement, aujourd'hui sont alphabétisés. 95% de leurs parents ne le sont pas. Et qu'on augmente de 50% leur espérance de vie quand on est alphabétisé, c'est connu. Quand on ne sait pas lire, écrire et compter, c'est foutu. Voilà. Ça, je peux vous dire, c'est des indicateurs qu'on mesure, évidemment. Nous, on travaille avec des mesures d'indicateurs. Mais j'aurais juste vous dire, en fait, cette question que tu m'as posée, Cécile, en faisant venir, je me suis dit, mais d'abord, suis-je légitime pour vous parler de ça? Mais la question, c'est l'impact pour qui, en fait? L'impact pour qui? Parce que toi, c'est pour ton actionnaire, toi, c'est pour ton patron, ton actionnaire, machin, etc. Toi aussi, j'imagine, ou pour l'environnement, pour la planète, etc. Mais nous, est-ce qu'on est là pour faire de l'impact pour le donateur, ou est-ce qu'on est là pour faire de l'impact pour le pauvre? Est-ce qu'on est là pour faire plaisir à un mécène ou à un donateur? Est-ce qu'on est là vraiment? Je peux répondre, moi, de mon Non, point je de vais vue répondre à ta place. Non, de parce mon que point de c'est vue marketing, c'est moi, pour ma le réponse, c'est que donateur. c'est l'enfant pauvre qui est notre maître et pas le donateur. C'est-à-dire que le donateur, on lui assure que l'argent va vraiment être efficient sur le terrain, mais c'est lui qui nous dit. Exemple, et après j'arrête. Un jour, 2017, on a un centre de soutien scolaire au Cambodge, et un jour, les résultats du bac arrivent, et on appelle Martin, notre directeur de ce centre, et il nous dit, les gars, 100% au bac. On lui dit, putain, c'est canon, les donateurs, ils vont être trop contents, tu peux être fier de toi et tout. Et il nous dit, non, les gars, c'est un échec. Je dis, bah merde, qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi c'est un échec? Et il dit, si on a 100%, ça veut dire qu'on n'est pas les plus pauvres des plus pauvres. Et en fait, ce qu'il me disait, c'est de dire, ce qu'ils nous disent dans le centre de Sisopone, c'est réussir sa vie, c'est pas forcément de réussir, c'est de progresser. C'est vraiment la logique de l'éducation. Et dire vraiment, est-ce que les indicateurs parfois peuvent cacher des choses? Vous savez, je vais pas reprendre la phrase de Churchill qui disait moi les statistiques j'aime bien quand je les falsifie, un truc comme ça. Hein. Mais attention aux chiffres, parce que parfois elles peuvent nous donner une vision erronée. En tout cas, moi, ce dont je me suis rendu compte en préparant cette table ronde, c'est que celui ou celle pour qui je dois faire de l'impact, c'est pour le pauvre. Et je dois être garant de l'argent bien utilisé pour les donateurs, mais ce n'est pas forcément à lui à qui je dois rendre de l'impact. Les comptes, ce qui compte, c'est le pauvre. Voilà. Merci, Guillaume. C'est un message qui est très différent de celui qu'on partage en général en marketing, parce que nous, on va penser d'abord à celui qui va donner de l'argent pour faire fonctionner, que ce soit dans une entreprise classique comme Cdiscount dans la santé, avec l'expérience de Laura. Mais effectivement, finalement, la finalité finale, c'est quand même l'impact qu'on a sur la personne ou qu'on a sur la planète. J'ai une question encore avant de vous libérer. Maximilien, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui sont dans la salle pour justement intégrer toutes ces mesures d'impact sur le climat et sur la planète dans leur action au quotidien? Alors en une minute, ça va être hyper compliqué. Hein, je dis tout de suite, c'est infaisable. Mais j'ai envie de partager avec vous un rêve. C'est un rêve où chacun touche sa singularité, va chercher au fond de lui ce qui le rend pleinement heureux, c'est-à-dire ce qui l'énergise.
dans sa contribution au monde. Donc, peut-être pour certains, je vais paraître un peu illuminé, mais j'assume. Donc, c'est comment vous pouvez rendre le monde plus beau, que ce soit en tant que père, mère, frère, sœur, fils, fille, vous m'avez compris, électeur, électrice, consommateur, consommatrice. Bref, aujourd'hui, l'identité, c'est un patchwork de toutes ces composantes. On est tout ça à la fois. Si vous quittez cette conférence en vous disant finalement, dans toutes ces identités, comment je contribue à la beauté du monde, je pense que j'ai bien fait de venir. Voilà. Merci, un beau message. Laura, Moi, quel est ton conseil à la salle? Très rapidement, ce que je conseillerais, c'est d'être vraiment à l'écoute de vos clients. Et donc, en l'occurrence, chez nous, c'est les patients. Et de développer des stratégies qui soient testées en amont par ces clients. Nous, on essaye vraiment d'engager nos patients. On a une communauté de patients très active. Donc, on les interroge quand on a des projets et on les recrute. Et ils nous ont aidés à développer là un projet qu'on va lancer prochainement. Et ils ont contribué sur tout un tas en fait, de développement stratégique sur ce produit. Du nom de marque, définition du logo, la forme, la taille du design. Et tout ça a été testé grâce en fait, à notre communauté de patients. Donc c'est vrai qu'on s'assure d'avoir des stratégies gagnantes si en amont d'un lancement de produit, finalement on le teste avec notre cible. Marielle, qu'est-ce que tu conseilles? Toujours pareil, challenger le chiffre, une mesure, voilà, ça ne peut pas être juste un résultat comme ça sur un outil analytics, challenger, creuser les chiffres pour trouver vraiment la vraie performance, la vraie mesure de l'impact. Et puis évidemment, rester très curieux et ouvert dans un monde du marketing digital qui est en forte évolution, ébullition sur le plan réglementaire, technique. Donc voilà, il faut rester humble par rapport à tout ça puisque ça bouge très très vite. Guillaume, je réponds à ta place et si je me trompe, tu réponds. On ne s'est pas consulté. Alors, si j'étais toi, je dirais, mais c'est là où je me challenge, parce que comme on ne pense pas la même chose côté marketeur et association, mais on se rejoint. Si j'étais toi, je dirais aller sur le terrain, à la rencontre de l'autre, et notamment des plus pauvres en Asie, mais pourquoi pas aussi ceux qui sont en France. Ouais, si vous voulez changer le monde, parlez 10 minutes avec la personne qui a besoin à côté de vous. Allez voir vos clients, allez voir les personnes qui sont à côté. Juste avant de venir, j'ai parlé avec Michael, qui est le SDF à l'entrée de Porte de Versailles, parce que je m'en souviens de quelqu'un qui m'avait dit, si tu veux sauver le monde, il faut que tu connaisses le prénom du pauvre qui habite à côté de chez toi et que tu sois capable de lui parler 10 minutes. Voilà. Donc je vous dis juste, il s'appelle Michael et il a une vie assez cassée. Alors je ne sais pas s'il sera à la sortie, mais si on veut commencer par changer le monde, c'est la théorie des petits pas. Voilà. Je pense qu'on a couvert à peu près toutes les questions que j'ai reçues. Je vais leur demander, comme ils sont des grands courageux, de mettre la casquette. C'est la cérémonie de clôture de notre conférence, de nos conférences sur e-marketing Paris. Et vous êtes là dans la salle. Je n'ai pas prévu autant de casquettes pour chacun d'entre vous, mais je vous promets, l'année prochaine, soyez au rendez-vous. J'aurai une casquette cachée pour vous, qui êtes aussi les plus fidèles et qui êtes sur la dernière conférence. Levez-vous, on va prendre une petite photo. Et surtout, on va faire comme dans les graduations, voler les casquettes. Et je demande à la régie de nous mettre un petit peu de musique, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Attention. Le cœur asiatique, d'abord. Guillaume connaît. Avec le cœur. Une petite photo comme ça. Et puis, attention en musique. Si je ne les avais pas prévenus en régie, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle nous demande? Pas de musique alors? Je vais vous mettre et on va faire voler les cassettes. 1, 2, 3, attention les photos. 1, 2, 3. Wouhou! Merci beaucoup, merci aux courageux. C'était une belle expérience. Vous voyez, ils sont venus, ils ont relevé le défi, ils étaient là pour vous. Merci à tous.